Bonjour à tous, je m'appelle Romain, je suis le créateur, cofondateur d'Acceptio et je viens vous parler aujourd'hui de deux notions. Vous ne connaissez peut-être pas d'ailleurs parce que vous connaissez le user experience, vous connaissez le customer experience, mais est-ce que vous connaissez le consent experience? Probablement pas parce que je l'ai inventé. Donc je vais vous parler de consent experience et je vais vous parler de préférence de marque. D'accord? Deux sujets qui a priori n'ont pas grand-chose à voir, mais vous allez voir qu'ils sont interdépendants, et je vais vous démontrer pourquoi. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante, s'il vous plaît. J'ai pas de zapette. Et je vais faire un petit clin d'œil à la personne qui était ici juste avant. Et en matière de préférence de marque, c'est vrai qu'on connaît tous en fait la plateforme de marque d'Orange, parce qu'elle est dans nos vies au quotidien. C'est une plateforme de marque qui parle de confiance, d'humain, d'inclusivité, qui renforce les libertés, qui promeut des technologies et des services innovants. Et quand on va sur le site web d'Orange, qu'est-ce qu'on voit quand on arrive? Ça. Est-ce que ça représente les valeurs de la marque? Est-ce que ça laisse transparaître la vision qu'on avait? Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Je vais prendre un autre exemple. J'ai un pote dans la com. D'accord? Là, on est encore dans l'énergie, la créativité, l'humain, on le ressent ce soir, et la relation humaine. Et quand on va dessus, qu'est-ce qu'on voit? Ça. Donc, désolé pour le... Mais c'est une façon, c'est un petit clin d'œil sympa pour vous parler d'un sujet qui nous touche tous au quotidien, qui un peu pollue notre vie sur Internet, hein, le sujet des cookies. Parce que les cookies, on accepte ou on refuse tous, un peu sans savoir ce que c'est, pourquoi. Et je voulais prendre quelques minutes pour vous expliquer ce que c'est et à quoi ça sert, parce que vous bossez dans la com, et en fait, des cookies, vous en consommez au quotidien, soit pour traquer vos performances, soit pour vos clients, quoi. Donc, des cookies, c'est des petits post-it. C'est des petits post-it qu'on vous colle quand vous rentrez dans une boutique pour vous suivre. On voit dans quel rayon vous êtes allé, quel produit vous avez touché, on vous voit à la vidéosurveillance, et on vous remarque parce que vous avez un cookie avec un petit numéro qui vous correspond. C'est un identifiant. Et ce petit cookie, avant le RGPD, on vous le collait sans vous demander. Maintenant, ça a changé. Parce que le RGPD met au cœur du tracking la notion de consentement, c'est-à-dire demander à l'utilisateur de se positionner et de vous dire s'il est d'accord pour que vous le suiviez au cours de sa navigation sur votre site. Ce qui nous amène à réfléchir aussi à la raison pour laquelle on le faisait sans demander avant le RGPD. Parce que moi, ce que je défends, c'est que la logique de consentement préalable au tracking, certes, ça sert à se mettre en conformité, ça sert à éviter les mises en demeure de la CNIL ou les bad buzz sur Internet, mais c'est avant tout une question de politesse, une question de courtoisie. Demander aux gens avant de les suivre. Donc ça, c'était un petit mot que je voulais vous laisser comme piste de réflexion pour la suite de la presse. Donc, en matière de cookies, moi, une question qu'on me pose tout le temps, parce qu'en tant que fondateur de start-up qui fait des cookies, on me dit mais Google, ils vont arrêter les cookies, là, j'ai vu que c'était cookieless partout, etc. Et là encore, je voulais prendre 2 minutes pour vous expliquer. Quand on parle de fin des cookies, en réalité, on parle de la fin de certains cookies. Je reprends mon histoire de post-it. Le post-it, vous avez le vendeur dans sa boutique qui vous le colle. C'est ce qu'on appelle un cookie first party. Mais le cookie tiers, celui qui est effectivement en fin de vie, c'est pas posé par le gars de la boutique. C'est posé par Facebook, c'est posé par Google, et ce petit post-it, il vous colle à la peau, partout, chez vous, sur tous les sites que vous visitez, dans toutes les villes où vous allez, que ce soit sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Et effectivement, ces cookies-là, ils sont beaucoup plus invasifs en termes de vie privée. Et il faut bien par contre se garder de penser que la fin des cookies, c'est la fin du tracking. Parce qu'évidemment, les solutions continuent de pulluler, et il ne faut pas non plus se méprendre sur la volonté de cette mise à mort du cookie tiers, parce qu'en réalité, c'est avant tout une décision anticoncurrentielle qui permettra à Google d'être le seul point d'entrée pour les annonceurs et les advertisers pour pouvoir traquer. Parce que une fois que les cookies tiers auront disparu de Google Chrome, la seule façon de réunifier la session, ce sera de passer par Google Chrome. Donc, le cookie tiers, il va certes peut-être bientôt disparaître des navigateurs, mais ça ne remet pas en question du tout la notion de consentement et les cookies en général. Donc ce cookie, il vous est posé par un vendeur.
d'accord, dans l'entrée de sa boutique, il vous pose un petit post-it comme ça. Mais ce vendeur, en tant qu'annonceur, c'est à vous de lui dire comment faire. D'accord? C'est à vous de lui donner les consignes pour comment demander le consentement. Est-ce que je dois arriver tout de suite et sauter à la gorge du client dès qu'il rentre? Ou est-ce que je dois attendre qu'il ait fait un petit tour avant de lui demander? Ça, c'est tout à fait possible. Et donc, en matière de cookies, vous verrez qu'on oscille souvent entre la gentille incitation, allez, s'il te plaît, accepte, on peut appeler un peu le nudge, et puis carrément le dark pattern. Et ça, les dark patterns, je pense que vous savez tous ce que ça fait, quoi. Quand on vous cache le bouton refuser, ou quand on joue avec le bouton continuer sans accepter, qui devient bizarrement continuer et accepter, ce genre de choses. Et ça, en termes de com, c'est pas génial de tomber dans ce genre de travers. Je veux bien qu'on passe à la suite. Parce que, aujourd'hui, ce que beaucoup de gens ratent, c'est que l'expérience de consentement, c'est une expérience de communication avant tout. On est dans la première impression. L'utilisateur arrive sur votre site, il découvre votre marque, c'est le premier point de contact. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui règne? Il règne des bandeaux abscons avec des textes juridiques absolument pas nécessaires pour la plupart. Et c'est la raison pour laquelle, chez Acceptio, nous, on va vous inciter à personnaliser cette expérience et à en faire un vrai support de com. L'expérience de consentement est un support de com. Ce support de com, c'est ce qu'on appelle l'expérience de consentement. C'est une expérience conversationnelle qui invite à l'interaction, d'accord? On n'est pas là en mode accepter, refuser. On parle, on utilise des mots, la langue commune pour communiquer avec l'utilisateur. On pense aussi que l'important, c'est d'arriver à garder un ton léger et dédramatiser ce sujet. En parlant du consentement, en parlant du RGPD, j'aurais très bien pu vous lister les articles, les 99 articles du RGPD. J'ai pas besoin de le faire, il suffit que je vous parle naturellement. Mais c'est pareil sur Internet. Aussi, ce qu'on pense, c'est qu'il y a une question de rythme dans l'expérience de consentement. Quand vous arrivez sur un site, qu'est-ce que vous voulez voir? Le site ou le bandeau de consentement? Vous voulez tous voir le site. Donc il faut savoir respecter ce temps dans le parcours de navigation. Et souvent, on a tendance à s'imaginer que on est obligé d'intervenir en premier. Ça, c'est une contre-vérité. Et dans votre conception du parcours de consentement, du parcours utilisateur, réfléchissez à ça pour intégrer le consentement au bon moment. Ça, c'est notre widget. Alors, vous l'avez peut-être vu, aujourd'hui, ce widget, il est installé sur 50 000 sites Internet. Acceptio, on a plus de 6 000 clients, on existe depuis 2019, on se déploie dans plus de 40 pays. Et ce petit bandeau-là, il n'a pas changé depuis 2019. Et il démontre en fait ce que je suis en train d'argumenter devant vous. C'est qu'on peut avoir un style conversationnel, on peut utiliser de la microcopie pour améliorer la façon dont les utilisateurs vont percevoir les choix qu'on leur laisse. Et puis surtout, le petit personnage en haut, que beaucoup d'annonceurs, beaucoup de clients nous demandent d'enlever. Oh non, mais moi, ma marque, elle est sérieuse, je peux mettre un personnage dessus, quand même. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on fait avec ce personnage? On brise la glace, on crée de la sympathie avec un personnage qui est mignon et qui va mettre l'utilisateur dans les meilleures dispositions pour faire un choix éclairé. Je veux bien qu'on passe à la suite. Donc ce widget, il s'habille de différentes couleurs, il s'adapte à la charte graphique, c'est le moment un peu pub de la presse. Là, par exemple, c'est l'Opéra de Paris, sur lequel on a fait un travail de wording avec eux. Et puis aussi, dans l'idée de décliner l'expérience de consentement comme un support de com, c'est un support de com qui peut être événementiel. Vous pouvez changer votre expérience de consentement au fil du temps, en fonction des saisons, en fonction de vos OP. C'est tout à fait possible. Et là, ça, c'est pas quelque chose que vous ne pouvez faire que avec Acceptio. Si vous développez des applications, si vous avez des jeux concours ou des choses comme ça, vous êtes tout à fait libre de ne pas passer par Acceptio, mais de personnaliser aussi. C'est ça le sens de mon talk. C'est que vous pouvez le faire, même sans utiliser Acceptio. Donc, une fois qu'on a mis en place une expérience de consentement, comment on la mesure? On la mesure avec une nouvelle métrique qui a fait son apparition ces derniers temps et qu'on appelle le taux de consentement ou le taux d'opt-in. Ce taux d'opt-in, c'est tout simplement le pourcentage de gens qui acceptent par rapport aux gens qui refusent ou ne font pas de choix. D'accord? Qui ne dit mot ne consent pas sur Internet. Donc, ce taux de consentement, il est super intéressant. Pourquoi?
Déjà, le petit point à retenir, c'est que toute catégorie de sites confondus, sur le public français, on a 60% des gens qui vont dire oui par défaut et 40% des gens qui vont dire non par défaut. Ça, c'est la baseline. C'est votre, c'est votre mesure étalon qui vous permettra de benchmarker votre performance par rapport soit à votre verticale, soit par rapport au marché. On a des clients qui surperforment par rapport à ces 60-40. Je parle de l'Opéra de Paris, par exemple, ou Jacadi. Pourquoi ? Parce que ce sont des marques où la notoriété intrinsèque de la marque, d'accord, le côté patrimonial ou alors le côté luxueux, qualité, influe directement sur le taux de consentement. Et c'est pourquoi, une fois que vous avez stabilisé votre expérience de consentement, votre taux de consentement, s'il évolue, c'est un excellent proxy pour mesurer la confiance que les utilisateurs ont envers la marque. Parce qu'il n'y a pas d'autre indicateur aujourd'hui qui mesure véritablement la confiance. Vous pouvez mesurer le Net Promoter Score, vous pouvez mesurer la noto, mais comment on mesure la confiance ? Moi, je vous dis que une bonne façon de mesurer la confiance, c'est de mesurer les variations de votre taux de consentement. Donc, ce qui est important aussi, c'est de se dire que si demain vous améliorez votre notoriété, vous améliorez votre image de marque, mécaniquement, vous allez aider vos équipes Web Analytics, Web Performance, acquisition, etc., en faisant augmenter le taux de consentement aussi. Parce que plus votre marque inspirera confiance et plus vous aurez des utilisateurs qualifiés qui consentiront lorsque vous leur demanderez s'ils veulent traquer. Next, s'il vous plaît. Bon, et puis ce taux d'opt-in, je vous ai dit que c'était un super proxy, etc. Et donc, on peut avoir la tentation de le pousser, d'accord, en cachant le bouton refuser, par exemple. C'est une super façon d'augmenter le taux de consentement. Mais je vous alarme quand même sur le fait que aujourd'hui, l'expérience de consentement, si elle est volontairement trompeuse, si elle met en place ce qu'on appelle des dark patterns, c'est-à-dire des designs persuasifs qui sont vraiment faits pour forcer l'utilisateur à faire un choix qu'il n'a pas envie de faire à la base, en fait, vous allez avoir une augmentation de votre bounce, ou taux de rebond. Et ça, c'est quelque chose dont on oublie trop souvent de parler. Je vais vous demander juste de faire un petit travail mental et de vous figurer dans le métro, un matin, en allant bosser, sur votre fil d'actualité, vous voyez un contenu, une pub qui vous paraît pertinente. Et là, vous cliquez dessus et vous avez une CMP horrible, donc Consent Management Platform, horrible, qui vous saute à la gueule avec des dark patterns. Le bouton back est plus proche que le bouton accepter. Et en réalité, on a fait ça tous, des centaines et des centaines de fois. Mauvaise expérience de consentement, je quitte le site. Et ça, c'est quelque chose qui doit tous nous concerner quand on met en place des campagnes. Si vous dépensez des budgets Facebook Ads et que vous mettez 10 000 € pour avoir des vues, et qu'au final, vous avez 80% des gens qui arrivent sur la page et qui partent parce que vous leur avez proposé une expérience de consentement dégueulasse, c'est une faute en fait. Donc, ne négligez pas le bounce rate. Et je vais terminer cette présentation en vous faisant un petit manifeste, en fait, pour vous dire ce que nous, on défend. Ici, je suis avec des professionnels de la communication. Et notre vision, c'est que l'expérience de consentement, ce que vous proposez aux internautes en matière de cookies, de RGPD, etc., ça appartient à la com, ça appartient aux créatifs. C'est un espace de liberté qui doit vous permettre de parler à l'utilisateur. Certes, il y a énormément de contraintes à respecter. Vous devez être clair, proposer une expérience libre, avec un consentement spécifique, oui, mais soyez créatifs et appropriez-vous ça. Parce que sinon vous céderez aux sirènes des départements juridiques, vous céderez aux sirènes des Traffic Acquisition Managers, qui vous diront non, j'ai besoin de mon trafic certifié, et vous allez passer à côté de tout ce qu'on a vu auparavant. Voilà pour moi. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent afterwork. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Comme je vous l'ai dit, c'est un sujet qui nous concerne tous, côté annonceur, côté média. Nous, vous avez vu, on le fait aussi, on essaie d'être carré là-dessus, c'est notre métier.